Regarder Pluto, c'est une expérience assez unique, et on va voir 5 raisons pour lesquelles tu dois regarder. Et accessoirement, vers la fin, on verra le lien avec la personne qui est à l'origine de 2 domaines que tu dois aimer, si tu regardes cette vidéo c'est sûrement le cas, les animes et les mangas. En regardant Pluto, j'ai vraiment compris pourquoi tout le monde aime tant les œuvres d'Urasawa. Si tu ne sais pas ce que c'est Pluto ou encore qui est Urasawa, t'inquiète pas, j'ai pensé à toi, on va aborder tout ça. À la base c'est un manga, plus précisément un seinen, mais je vais pas parler de ça, je vais parler surtout de ce que j'ai vu, c'est-à-dire l'adaptation de Netflix. Pour commencer, Pluto, de quoi ça parle? En gros, tu dois sûrement connaître Astro Boy, dis-toi que Urasawa a réinterprété un arc, et a décidé d'en faire un arc policier, bien plus sombre, bien plus adulte et bien plus profond. On va explorer un monde dystopique, en gros un futur hypothétique, où les robots sont assez communs. Et on va suivre plus précisément la résolution d'une série de meurtres qui visent les robots les plus sophistiqués de la planète. J'ai trouvé une comparaison pour le fait de réinterpréter Astro Boy en version plus sombre. Pour te mettre dans l'ambiance, imagine-toi un arc de My Hero Academia, qui serait réinterprété par Kentaro Miura, le mangaka de Berserk. Et là, t'as à peu près ce que tu vas avoir devant les yeux. Sans plus tarder, attaquons-nous aux raisons. La première, c'est qu'il va y avoir des robots. Tout le monde aime les robots. Bon, pour être tout à fait honnête, dans cet univers, la majorité des robots ressemblent plutôt à ça. Bon, mais c'est quand même cool. Et puis en vrai, avec ChatGPT, les IA, et si la robotique arrive à suivre, peut-être qu'on n'est pas si loin de cette période. Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans l'intro, on va être dans un univers où vraiment le robot c'est commun. Dans l'univers de Pluto, les robots peuvent être tes collègues de bureau, ils peuvent avoir une femme et même adopter des humains. Donc d'un point de vue world building, construction d'univers, ça va être vraiment très intéressant parce que il va y avoir un petit côté politique et tu vas voir comment tout va interagir avec le fait que les humains sont toujours là. Parce que les robots, ils ont des droits, et vu que leur situation se rapproche petit à petit de celle des humains, il va y avoir quelques contradictions. Donc si t'aimes bien la science-fiction avec un côté très réaliste, tu vas être servi. La deuxième raison va être liée au monsieur que je cite depuis tout à l'heure, Naoki Urasawa. Et je vais pas faire l'expert, c'est sa première œuvre que je regarde. Mais ce que je peux te garantir, c'est que c'est pas la dernière. Franchement, je pense que c'est le mangaka qu'on m'a le plus conseillé. Et ce qui est marrant, c'est qu'on me l'a conseillé surtout en tant que mangaka, plutôt que pour ses œuvres réellement. Genre, j'ai plus vu lisez du Urasawa que lisez 20th Century Boys ou Monster. Et sincèrement, j'ai très rapidement découvert pourquoi. Il a un petit truc dans la façon de développer les personnages, mais surtout dans sa gestion du mystère et du suspense. Et vu qu'il fait des histoires, beaucoup d'enquêtes, c'est utile. Et j'ai découvert un truc en faisant cette vidéo, c'est qu'il y a une personne qui est un peu dans l'ombre d'Urasawa, qui l'accompagne sur tous ses gros projets. Ce gars, c'est Takashi Nagasaki. Et en vrai, il a l'air d'avoir une sorte de rôle entre le coach et le conseiller. Des fois, il coproduit, des fois, il est co-auteur, des fois, il est co-scénariste. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est un travail de duo qui fait que j'aime tant cette narration. Exemple de procédé narratif que j'aime bien dans Pluto, c'est qu'ils sont très forts pour semer plein d'indices un peu partout sur les mystères, et tous les résoudre en même temps. Et franchement, j'imagine pas ce que ça doit être Monster. Petite fun fact, parce qu'en plus d'avoir une narration bien particulière, Urasawa a aussi un style de dessin particulier. Et il a une petite chaîne YouTube où il montre différentes techniques. J'ai commencé à regarder une de ses vidéos où juste il pose des trames, et franchement ça m'a hypnotisé. Le gars a une précision et une vision dans ce qu'il fait, c'est bluffant. Je mets la chaîne en description et même sur le côté si ça t'intéresse. La troisième raison, c'est la façon dont est structuré l'anime. Et c'est un peu vague, je vais m'expliquer. L'anime fait que 8 épisodes, et quand je dis que, je passe quand même pour un escroc parce qu'en fait les épisodes peuvent durer jusqu'à 1 heure. Et en vrai, à deux doigts de dire que c'est 8 films. Mais du coup, pourquoi faire 8 épisodes avec des durées variables entre 50 minutes et plus d'1 heure? C'est tout simplement parce que c'est l'adaptation stricte des 8 tomes du seinen d'origine. En gros, un épisode est un tome. Et du coup, j'irais pas dire que c'est indépendant, mais c'est quand même très structuré. Dans le sens où tu vas vite comprendre qu'un épisode a un thème spécifique, donc tu vas avoir l'impression d'assister à plein de sous-histoires. Mais qui sont quand même toutes reliées par le fil rouge qui est l'enquête. J'ai souvent entendu l'argument, surtout pour l'arc Onigashima de One Piece, que tel arc aurait été mieux s'il n'avait pas été lu de façon hebdomadaire. Parce que nous, souvent, on suit la prépublication, alors que peut-être que c'est un arc qui est fait pour être lu par tome, par exemple. Là, c'est un peu la même. Tu vas pas être interrompu dans l'histoire, du coup ça rend la narration et l'immersion encore plus prenantes. Et dans une histoire qui joue sur le suspense, c'est plutôt important. En plus de ça, petite info que j'apprends en faisant cette vidéo, c'est que c'est le studio M2 qui s'est occupé de l'animation, mais pour chaque épisode, ils ont été aidés par un autre studio. Par exemple, c'est Mappa qui s'est occupé des épisodes 5 et 6. Du coup, ça donne un petit côté personnel à chaque épisode. Ce qui va bien avec le fait que chaque épisode ait un tome différent. Quatrième raison, c'est si t'aimes bien remettre un peu en question tes valeurs morales, ou si t'aimes bien qu'on te fasse réfléchir sur des choses auxquelles t'as jamais pensé. Si vraiment t'aimes bien qu'on joue un peu avec les limites, tu vas être servi. Pluto va faire référence, à plusieurs moments dans l'anime, à ce qu'on appelle les lois de la robotique. Pour rappel, ces lois ont été écrites par des auteurs de science-fiction, et les 3 lois sont grosso modo 1. Un robot n'a pas le droit de s'attaquer à des humains, 2. Ils doivent obéir aux humains, et 3. Ils n'ont pas le droit de se faire du mal à eux-mêmes. Et en fait, dans Pluto, tu vas voir, il y a un droit des machines. Et vu que la technologie fait qu'ils sont de plus en plus difficiles à différencier des vrais êtres humains, leurs droits vont aussi évoluer en fonction de leur aboutissement à ressembler à des vrais humains. Vraiment un truc tout con là auquel je pense, c'est que par exemple, les robots n'ont pas le droit de tuer les humains. Mais à un moment, il y a un robot, il arrive et il se demande pourquoi la réciproque est pas vraie. Et là, vraiment, c'est pertinent en fait. Dans le contexte, tu te dis,
Ah ouais, pas con, tu marques un point, monsieur le robot. Enfin bref, ça va être plein de sujets un peu philosophiques comme ça, donc si t'aimes bien qu'on sollicite ta morale ou qu'on te fasse réfléchir, tu dois regarder plus tôt. Et cinquième et dernière raison, c'est qu'à la base c'est une œuvre de Tezuka. Et vraiment c'est comme un devoir de mémoire. Si tu le fais pas pour l'amour de l'œuvre, il faut que tu le fasses pour la culture, comme diraient les ricains. Si tu connais pas Tezuka, tu dois te demander pourquoi je le ferais pour lui. Laisse-moi te parler brièvement de Osamu Tezuka. Assis-toi, mets-toi bien, on va parler de la personne à l'origine de tout ce que tu aimes. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que je prends pas trop de risques en me disant que t'aimes les mangas, ou au moins les animes. Bah dis-toi que ce mec, c'est le père de ces deux disciplines. Bon, les japonais vont plus loin que juste le mot père, mais je trouve qu'ils ont l'adjectif divin un peu facile. Néanmoins, il est indéniablement à l'origine des mangas et des animes comme on les connaît sous leur forme actuelle. Il a littéralement fait le premier anime à succès, et accessoirement inspiré le Roi Lion. Le prix qui porte son nom, le prix Tezuka, récompense les mangaka, et c'est un prix qui peut te faire démarrer une carrière. Je vais te dire des gagnants au pif et tu vas voir que, après avoir reçu le prix, ils ont eu des plutôt bonnes carrières. Inoue, l'auteur de Vagabond et Slam Dunk, qui l'a eu en 1988, et Eiichiro Oda, qui l'a eu en 1992, et un gars que tu dois commencer à connaître, l'auteur de Monster, Billy Bat, 20th Century Boys, et aussi le manga à l'origine de l'anime dont parle cette vidéo, plutôt Urasawa. En vrai, je doute pas qu'ils auraient eu une grosse carrière sans. Et du coup, on peut se poser la question de est-ce que c'est le prix Tezuka qui leur a donné une grande carrière, ou c'est parce qu'ils étaient destinés à avoir une grande carrière qu'ils ont eu le prix Tezuka. Et voilà, c'est tout pour ces 5 raisons. Mais avant de te quitter et de te donner mon avis, on va parler du staff, ça fait longtemps. Et on va faire ça sous forme de top 3, totalement subjectif et pas dans l'ordre, parce que je trouve que c'est une façon marrante de te parler des personnes les plus importantes de l'anime. Tout d'abord, un animateur, Shinya Ohira. Le gars est dans le game depuis un peu longtemps, vu qu'il a quand même travaillé en tant qu'animateur sur Akira, et Akira ça date de 1988. Il a travaillé que sur des masterclass. Que ce soit City Hunter, Le Voyage de Chihiro du studio Ghibli, Ping Pong, dont j'ai fait une vidéo, l'anime Berserk, le bien, ou encore le classique, l'indétrônable Batman Ninja. Pour plus tôt, il est à l'origine des scènes que tu es en train de voir à l'écran, et bien d'autres. On a parlé d'Akira, et ça tombe bien, parce qu'un autre animateur d'Akira, qui a travaillé sur d'autres films du studio Ghibli aussi, comme Princesse Mononoke, Kiki la Petite Sorcière, ou encore Porco Rosso. Franchement, le gars a travaillé sur tellement de choses, ça passe d'Evangelion à Ghost in the Shell. Ici, il est à la réalisation de l'anime plus tôt. Je te parle de monsieur Toshio Kawaguchi, et en ce moment même, je te montre des scènes qu'il a animées à l'époque. Et enfin, Masao Maruyama, qui n'est pas directement impliqué dans l'anime plus tôt, mais sans lui, en fait, il n'y aurait juste pas d'anime plus tôt, parce que c'est lui qui a fondé le studio qui s'en est occupé. Et en fait, le gars est pas du tout un random de l'animation, parce que tu me dis studio M2, connais pas. Mais en fait, le gars a cofondé Madhouse, mon studio préféré, et il a fondé Mappa, un autre studio que tu dois connaître. Donc autant dire que le gars pèse dans le milieu. Truc assez marrant, c'est que son premier emploi en sortant de l'université a été d'être animateur dans un studio fondé par Osamu Tezuka. Comme quoi Osamu Tezuka a vraiment eu un impact terrifiant. Enfin, petit avis rapidos, je crois que j'ai vraiment compris pourquoi les gens aiment Urasawa. Avec sa narration, j'ai vraiment l'impression que tout a un sens, que tout est lié et que chaque élément a eu son impact dans la résolution de l'histoire. En regardant, je savais même pas que c'était une histoire policière, et les histoires policières c'est vraiment ma came. Donc là, j'ai juste hâte, comme je le radote depuis tout à l'heure, de regarder Monster. Je te laisse me dire si ça t'a donné envie de le regarder, et si tu l'as déjà fait, m'aider à conseiller Urasawa aux autres. Et n'hésitez pas à me conseiller d'autres animes, là j'ai déjà noté Licorice Recoil qu'il faut que je regarde, à vous abonner et à regarder les autres vidéos. Salut!